La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Bonjour, bienvenue et merci d'être à l'écoute de cette émission. C'est Simon-Pierre Savard-Tremblay en remplacement de Mathieu Bock-Côté pour la dernière fois, parce que Mathieu reprendra ses droits, c'est-à-dire son micro, dès la semaine prochaine. C'est aussi le début d'un spécial Simon-Pierre Savard-Tremblay à Radio-VM, car j'animerai pour les 2 prochaines semaines également l'émission Questions d'actualité, normalement animée par Jean-Philippe Trottier, qui est en vacances, il y a droit comme tous. Et donc, je le remplacerai pendant les 2 prochaines semaines. Et j'ai également, bien entendu, l'animation de mon émission Économie et Société tous les vendredis à 11h. Donc, si vous n'aimez pas m'entendre, ce n'est pas la semaine pour ouvrir Radio-VM, car c'est un spécial SPST. Il y a, maintenant, parlons du sujet de cette émission, La vie des idées. Il y a 65 ans, presque jour pour jour, le maître de l'Union soviétique mourait. Je parle bien sûr de Joseph Staline. Cette année est donc l'anniversaire du 65e de sa mort. C'est aussi l'anniversaire de la bataille de Stalingrad, j'imagine qu'on y reviendra aussi, un événement marquant où, à l'époque, on était très convaincus que c'était l'URSS qui était derrière la victoire contre l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression, après des années et des années de propagande hollywoodienne, si on peut dire, que c'était presque l'unique combat des États-Unis. Mais bref, il y a 65 ans, Joseph Staline mourait. Était-ce la fin du stalinisme, d'ailleurs? Qu'est-ce que le stalinisme? Un système, une idéologie, ou les deux à la fois? Dans tous les cas, est-ce qu'on peut distinguer l'homme de l'idéologie et du système? On peut être porté d'abord à dire que oui, tellement le culte de la personnalité était fort, tellement c'est un système qui était personnalisé et qui tournait autour d'un seul individu. Au moment de sa mort, dans les goulags, on festoyait, bien entendu. À Moscou, on était très inquiets. On se disait, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Dans plusieurs villes occidentales, on pleurait le héros de la Seconde Guerre mondiale, surtout dans la classe ouvrière, surtout dans les différents partis communistes, qui à l'époque étaient loin d'être marginaux. C'était pas des petits partis qui font 0,5% comme aujourd'hui. À l'époque, c'était des forces politiques réellement importantes. Puis pourtant, quelques années après, le Parti communiste, sous Nikita Khrouchtchev, allait réaliser un coup de marketing absolument grandiose qui était de noircir radicalement la figure, la mémoire de Joseph Staline. Une manière peut-être de dire le système n'est pas en cause, c'est l'individu qui était la cause de tous ces excès-là. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Jacques-Alexandre Mascoteau, professeur retraité de l'Université du Québec à Montréal et aussi traducteur du poète russe Alexandre Blok, un des grands poètes russes. Et également spécialiste du stalinisme, il a écrit là-dessus à quelques occasions. Jacques Mascoteau, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, pour commencer, avant d'aller dans le vif du sujet, faisons un petit retour en arrière, un petit retour biographique. Qui est Joseph Staline? D'où vient-il? Quel est son parcours? Et quel rôle jouera-t-il pendant la fameuse révolution? Révolution d'octobre de 1917, bien entendu. Il était connu avant la révolution de 17. Et sa personnalité dans le parti, ses faits d'armes sont connus bien avant cette révolution. Hein. Bon, alors écoutez, c'est une famille très modeste de Géorgie. Oui, parce qu'il n'est pas russe. Hein? Non, il est géorgien, il est né en 1879 à Gori, ça veut dire les montagnes en russe, et sous l'influence d'une éducation religieuse. Et il adhère très vite à la social-démocratie russe. Oui, si vous dites influence religieuse, il devait être prêtre au début. Hein? Oui. Disons que les circonstances ont fait qu'il a embarqué dans le mouvement socialiste révolutionnaire, Parti ouvrier social-démocrate russe. On est avant la fondation du Parti communiste. Hein. Et effectivement, dès que Lénine entreprend une scission avec une partie qu'on appelait les Mencheviks, les minoritaires, et que lui s'est appelé les bolcheviks, les majoritaires. Qu'est-ce qui distingue les deux groupes très rapidement? Hein? Oh, c'est très simple. Les Mencheviks, c'est plutôt aujourd'hui... on pourrait les qualifier de sociodémocrates, tandis que les bolcheviks, c'était des professionnels de la politique. On ne peut pas être communiste ou socialiste si on ne donne pas sa vie au parti, si on ne vend pas les journaux du parti, si on n'est pas un militant professionnel. Et ensuite, c'est aussi sur l'idée fondamentale, ça c'est une idée d'organisation, sur l'idée que la Russie est mûre pour une révolution socialiste, tandis que
les mencheviks pensaient qu'il fallait d'abord, selon le schéma marxiste orthodoxe, passer par une révolution dite bourgeoise, démocratique, une première phase, donc abattre le tsar, et par là même avoir une période indéfinie de transition démocratique avant que l'on puisse entamer ensuite une révolution socialiste. Tandis que les bolcheviks sont pour ce qu'on appelait la transcroissance immédiate de la révolution bourgeoise en révolution russe. Donc Lénine et Staline font partie de la bande, si on peut dire, et qui veulent agir rapidement sans trop de détours, si on devait résumer. C'est un peu résumé, parce que les détours, ils sont capables d'en faire, d'un point de vue technique et tactique, sont assez retors. Quand la situation les avantage, ils vont direct, sinon ils font des détours. Ils vont dire oui, tout le pouvoir aux soviets. Mais quand ça les arrange pas, si ça les arrange vraiment, s'ils voient qu'ils ont la majorité dans les soviets, ils disent non, le soviet fait partie encore d'une institution semi-bourgeoise, passons directement à la révolution socialiste. Donc c'est la maniabilité, la flexibilité de la théorie qui caractérise fondamentalement Lénine, mais c'est-à-dire la capacité de Lénine à sortir des principes de la théorie marxienne de Marx et de la justifier. Et alors Staline, c'est le champion. Staline, non seulement il fait la même chose, mais il fait la même chose par rapport à Lénine. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il invente un concept, un syntagme assez bizarre, le marxisme-léninisme. Qui... Déjà du vivant de Lénine? Non. Non? Non. Il le fait savoir vers la fin de la vie de Lénine, 22-23, parce qu'il est mort en janvier 24, Lénine. Mais il commence à faire savoir dans les petits comités où il vient prendre la parole en province qu'il y a un marxiste-léniniste dont il est l'interprète le plus fervent. Et bien entendu, dans les années, on va dire à partir de 28, avec la collectivisation forcée, on y reviendra, là c'est le marxisme, léninisme, stalinisme, sommet de la pensée universelle, indépassable, la synthèse de toutes les sciences de la société. Marxisme, léninisme, stalinisme, vous voyez ? Alors, sachez qu'il est très important de comprendre comment cet individu qui, bon, pas très brillant au départ, travaille toujours dans l'ombre. Pas très brillant intellectuellement? Intellectuellement, il n'était pas connu, non, pour sa brillance intellectuelle. Il était connu pour son travail acharné et sa dévotion cléricale, on va dire, au parti. D'ailleurs, écoutez, ce bonhomme, il y a une révolution en Russie en 1905. Elle a lamentablement failli, notamment... dû au problème de la guerre avec le Japon, que l'armée russe a perdu, etc. Et par la suite, il y a eu une répression très dure des militants, des ouvriers socialistes, anarchistes, socialistes révolutionnaires. Et on va dire que le Parti ouvrier social-démocrate, surtout dans sa frange, celle qui était plus à gauche, qui deviendra plus tard les bolcheviks, bon, ils avaient une vie dure et la plupart sont allés en exil. À part Staline, lui, qui a été arrêté en 1913, et puis... mais avant d'être arrêté, qui est allé donc au bagne en Sibérie, pendant 4 ans. Mais le Staline, comment il s'est fait connaître? Il s'est fait connaître comme praktik, en russe, praktik. Je suis un homme praticien de la révolution. Et vous savez ce qu'il faisait? Il organisait des rafles dans les banques, au nom de l'expropriation socialiste pour remplir les coffres de la social-démocratie. Donc, il dirigeait des coups armés, à main armée, dans les banques et dans différentes offices postaux, etc., du gouvernement, pour rafler l'argent et donc ensuite le donner au parti. Donc, il était déjà connu comme étant quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux, très dévoué à la cause. Et ensuite, bien entendu, le fait qu'il était au bagne pendant 4 ans, il passe pour quelqu'un de la première heure. C'est ça très important, parce que pendant ce temps-là, on n'est pas encore en 17, de 1908 à 1917, il se passe un temps où Trotsky n'est pas... Alors que lui, Staline est déjà dans la social-démocratie russe et qu'il est déjà remarqué par Lénine, ce gars-là, il se montre d'une façon, comment dirais-je, il va se réclamer d'être de bolchevique de la première heure,
qu'on appelle les vieux bolcheviks, contrairement à Trotsky. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut pas expliquer vraiment son ascension sans la lutte qu'il va mener contre Trotsky, oui. Nicolas Boukharin, Zinoviev, Kameniev, Rykov, Tomsky. Et pourquoi il a gagné? Et cette lutte commence même avant le gouvernement bolchevique? Oui. D'abord, il n'a jamais pu piffer Trotsky. Mm-hmm. Alors déjà là, il faut bien comprendre qu'il y avait deux sortes d'intellectuels. Il y avait Staline qui disait « Non, moi je suis un praticien, un pratique. Je suis près du peuple. » Tandis que les autres, ils ont vécu la plupart de leur vie à l'étranger. Et effectivement, Trotsky, il a vécu à Paris, en Suisse, il est allé en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout. Et surtout que et Lénine, pareil. Hein, et vous avez... donc, c'était des immigrés, fondamentalement. Lui, il n'est jamais sorti de Russie. Deuxièmement, il les appelait les cosmopolites. Vous voyez, les intellectuels qui se baladent dans le monde, qui n'ont pas de racines vraiment enracinés, donc qui ne sont pas enracinés dans la terre russe. Il va le faire valoir. Et je vais vous expliquer à qui il va le faire valoir. Et il parlait donc pas de langue, etc. Et ça a joué fortement. Alors ça, c'est... Puis ensuite, c'est sa personnalité. C'est vrai qu'il a une personnalité incroyable. C'est que on ne peut pas expliquer... C'est bien beau, les conditions historiques, qui expliquent pas mal la situation historique, le contexte, les forces sociales en présence. Mais sa personnalité, elle est complètement à tenir... Il faut en tenir compte. Hein. Ce type, il parle comme un moine parlait aux foules illettrées à ce moment-là. Toujours en formule courte, claire, toujours sur un ton monotone. Ça c'est l'antithèse de Hitler. Hein. Hitler, vous voyez, il parlait, il commençait comme ça, puis il montait jusqu'au délire et jusqu'à la transe. L'antithèse de Lénine aussi, qui était un orateur... Attention, oui. Il était l'antithèse de Lénine et de Trotsky. Oui. Donc, qui sont deux grands orateurs. Oh, c'était phénoménal. Trotsky surtout. Il était connu, il avait un... C'est pour ça qu'au début, Staline n'a pas pu éliminer Trotsky avant 1920, fondamentalement en 29 où il a été expulsé, mais j'expliquerai ça. Mais il parlait d'un ton monocorde, puis toujours des formules apodictiques. Cela est nécessaire et logique, cela ne peut pas être autrement. Vous voyez, il avait un ton, puis en même temps religieux, comme un ecclésiastique. Et c'était toujours des choses claires, simples, contrairement aux autres qui faisaient de la théorie. Et ça a beaucoup servi pour son ascension. Et alors, ce qui s'est passé, son ascension, d'abord, il faut bien comprendre que il a été remarqué par Lénine. Donc, il s'est toujours fait prévaloir que c'était lui le plus proche de Lénine, contrairement à Trotsky, qui pendant ce temps-là était dans l'opposition, était d'abord menchevique, ensuite il a été dans un autre parti révolutionnaire, je ne rentre pas dans les détails. Il s'est accordé avec Lénine au processus même de la révolution, Trotsky, vous voyez, en 17. Il était d'abord élu chef du soviet de Pétrograd par ses qualités d'orateur et surtout d'organisateur militaire de la défense du comité. Et ensuite, il a été donc coopté. Mais Staline va lui faire valoir. T'es un arriviste, un opportuniste. Vous voyez. Alors, il faut bien comprendre que ce Staline, alors il travaille, et puis alors, comme il travaille d'arrache-pied, il peut y travailler 15-16 heures par jour, le bonhomme. Hein. Lénine, en 1912... le coopte au comité central du parti. Ensuite, là, il prend des tâches administratives, puis là, ça monte systématiquement. Mais alors, avant ça, de 1912-1913, là, Lénine dit, toi, t'es géorgien, tu te fais comprendre, il y a des problèmes des nationalités en Russie, écris-moi un livre sur la question nationale et la révolution. Alors, le livre s'appelait Marxisme et nationalny вопрос, le marxisme et la question nationale. Ben, lui-même, il est en Géorgie, il connaît la question des petites nations au sein de l'Empire russe. Ouais, mais alors, attendez, là, je vais vous montrer un truc de Staline tout à fait clair. Je sais pas, oui, voilà. Pour vous montrer son style. Il n'est pas dialectique pour un sou, hein. Il est très très clair et il parle en formule, beaucoup en formule,
et un rituel. Alors ça donne, la nation est une communauté stable, historiquement constituée, qui a son origine dans la communauté de langue, de territoire, de vie économique et de conformité psychique. Elle se manifeste dans une culture commune. Et alors, ce qui est intéressant de voir, quand on lui dit, mais alors, parce que la Russie soviétique est rentrée en guerre contre la Pologne, mais pourquoi la Pologne ne devrait pas être indépendante? Vous l'avez dit. Ah non. La Pologne est arrivée à un stade économique, quand elle était intégrée dans l'Empire russe, qui ressemble et qui est la même chose que l'économie russe. Et comme il fait partie de la nation d'avoir un même développement économique, et comme ils sont restés tellement longtemps en contact avec la Russie, ils ont donc une culture plus ou moins commune. Donc, c'est une même nation que la Russie. Donc, tout au plus, c'est une province à l'intérieur de la Russie. Vous voyez comment c'est très... comment dirais-je, dogmatique comme pensée. Alors, bien entendu, Lénine l'a trouvé génial. Alors, il a le titre, en 17 jusqu'en 23, commissaire aux nationalités. Donc, dans le gouvernement bolchevique. Alors, dans le gouvernement qui ne s'appelle plus des ministres, mais des commissaires du peuple. Et par la suite, il montre rapidement, Lénine se dit, oui, mais y aurait-il pas des dangers de bureaucratisation? On va nommer Staline, qu'on appelle à l'époque une commission ouvrière et paysanne, pour checker, pour contrôler la bureaucratie, alors que lui, il est en train de la monter. Alors c'est Staline lui-même qui est préposé par Lénine pour veiller à cette question du bureaucratisme dans le parti. Vous voyez? Et alors, il a une position alors extraordinaire, c'est qu'ensuite, en 22, il devient, comment dirais-je, secrétaire général du comité central. Donc, il a les titres de commissaire général, secrétaire général du comité central, il a le titre de directeur de la commission ouvrière paysanne, et surtout, pendant de 13 à 17, il dirigeait la Pravda, l'organe du parti. Donc il avait plusieurs cordes dans son arc. Et c'est à l'intérieur, avec toutes ses fonctions, qu'il montait il faisait rentrer ses copains, on va dire. Donc pendant que Trotsky faisait de la théorie, si on doit grossir le portrait, lui fait de la politique effective. Et au moment où Lénine meurt, en 1924, c'est la fameuse polémique autour du testament de Lénine. Oui. Alors, dans son testament, Lénine dit « Staline, je crois qu'il est trop grossier, trop brutal, il a déjà beaucoup trop de pouvoir. » Mais étrangement, un ex-militant communiste yougoslave qui s'appelait Milovan Djilas, lui disait « Non, quand on décode, au final, c'est finalement celui que Lénine semble le plus apprécier comme potentiel successeur. » Comment vous voyez cette question-là? Bon, alors, comment répondez-vous à cette question-là? Ah ouais, je connais bien Milovan Djilas. Oui. Écoutez, remontons les choses. D'abord, Trotsky ne s'occupait pas que de théorie, hein, mais il était fortement impliqué dans l'internationale communiste, c'est-à-dire l'association, l'organisation, bien que contrôlée par Moscou, mais de tous les partis communistes dans le monde entier. Oui. Et il s'occupait beaucoup de politique extérieure, et surtout, il était commissaire aux armées. Parce que Trotsky, c'est lui qui a vraiment dit, avec sa personnalité fondamentale et sa stratégie, c'est un grand stratège. Et on peut dire que la victoire de l'armée rouge dans la guerre civile, n'est-ce pas, des généraux, Kolchak, Denikin, Wrangel, Yudenich, qui ont attaqué la révolution avec des forces appuyées sur le Japon, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Trotsky, c'est lui qui a de toutes pièces a mis sur pied une armée rouge qui s'est trouvée vainqueur. Oui. Et donc par la suite, jusqu'en 23, il était donc commissaire aux armées. Puis il était très lié à l'international. Donc c'est dans ce sens-là que Trotsky ne s'occupait pas de la vie du parti. Trotsky ne s'occupait pas des problèmes organisationnels du parti. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui donnait une longueur d'avance à Staline. Évidemment. Staline, lui, il était dans les organes, comme on appelait, et c'est lui qui veillait au recrutement. Et alors, ce qui s'est passé d'abord, hein, sachez une chose, c'est que cette guerre civile, ça c'est le contexte cette fois-ci, pas que la personnalité de Staline, mais le contexte, c'est que la plupart des militants de la première heure, des gens éduqués, dans cette longue vie qu'ils ont menée avec le tsar, jusqu'en 17,
avec Lénine, ils ont été tués pendant la révolution, pendant la guerre civile. Beaucoup ont été tués. Deuxièmement, certains sont montés dans l'appareil. Donc, les militants de base, quand ils sont rentrés au parti, c'était des jeunes non éduqués. C'était des jeunes qui arrivaient des campagnes comme ça, qui s'éduquaient en arrivant dans les usines et qui montaient dans le parti comme échelon, comme promotion. Et c'est à eux que Staline s'adressait. Alors que Trotsky, il croyait toujours, lui, Trotsky, qu'il avait affaire aux mêmes camarades qu'il y avait dans l'histoire, dans les grandes heures de la social-démocratie russe. Il croyait qu'il avait affaire à des gens qui avaient lu tous les livres de Marx, etc. Alors que Staline, il savait qu'il s'adressait à des gens qui avaient lu aucun livre. Oui, donc lui avait peut-être mieux pris le pouls de... Ah, ça, c'était incroyable. Mais donc, je reviens quand même à la question, Jacques Mascotto. Staline, successeur de Lénine, ou, au contraire, personnage répudié par Lénine? Rapidement. C'est rapidement. C'est que Staline... Non, pardon, Lénine, en 23, hein, oui. Il est mort en janvier 24, donc en 23, il avait une paralysie cérébrale très sérieuse. Alors d'abord, sachez que Staline, malin comme il est, secrétaire général du parti, il dit non, Trotsky, Boukharine, vous n'allez pas voir Lénine, je barre sa porte, les médecins, il lui faut du repos, et vous ne voulez quand même pas tuer le chef historique du parti. Ouais, déjà là, il s'est arrangé pour que personne... Il avait enfermé à clé Lénine chez lui, hein, premièrement. Et même sa femme, Krupskaya, elle n'avait même pas le droit de... Oui, il y avait eu une engueulade entre les deux, d'ailleurs. Le parti, c'est lui qui prend soin de la santé du grand chef. Bon. Alors là, vous voyez. Alors, Lénine, il était ambigu, déjà là. Hein. Puis il a attendu très tard. C'est vrai qu'il a dénoncé dans les termes que vous avez dit Staline. Mais en même temps, il voyait que Trotsky, c'était un orgueilleux. C'était un type qui se prenait pas pour de la marde. Il était vraiment brillant. Hein. Le bonhomme parlait le russe, bien entendu. Il est né en Ukraine. Il parlait l'ukrainien, il parlait l'allemand très jeune, au lycée. Il parlait le français très bien, il parlait l'anglais. Et il en jetait, Trotsky. Hein. Il écrivait sur des livres, sur la littérature. Hein. Parmi des écrits très intelligents sur Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, vous avez des textes de Trotsky. Trotsky écrivait sur le surréalisme. Il était en relation avec André Breton. Enfin, tout ça, oui, c'est un type. Mais il en rejetait beaucoup. Et il était très, très, comment dirais-je, déprécié par d'autres théoriciens, Boukharine, puis d'autres figures intellectuelles, Zinoviev par exemple. Et Lénine se disait, mais si Trotsky me succède, si je nomme un héritier clairement et distinctement, ça va être le bordel dans le parti, ça va se casser la gueule. Donc, Lénine penche pour une collégialité, mais qui écartait le plus possible les pouvoirs de Staline. Alors, le problème est que Trotsky ne s'est pas servi du testament de Lénine contre Staline dans la bataille au sein du parti, parce que, attention, Trotsky, il avait la même idée de base que Lénine, pour ça qu'il a adhéré. Le parti a toujours raison. Sans le parti, pas de conscience révolutionnaire. Sans le parti, pas de révolution. Le parti, c'est le mouvement conscient du mouvement inconscient. Donc, effectivement, puis en plus, il dit, moi, je suis juif. J'ai bien l'impression qu'il y a de l'antisémitisme là-dedans qui traîne dans la masse et que je ne peux pas me servir de ce testament pour déglinguer Staline parce qu'il va y avoir une course au pouvoir et là-dedans, ça va déchirer le parti. Donc, il n'utilise pas le testament contre Staline qui, lui, Staline, très judicieux pour manigancer dans la bureaucratie, il est très doux avec Trotsky à ce moment-là. Il dit, camarade, il nous faut l'unité, etc., etc. Vous voyez ? Donc là-dessus, on va dire que, Lénine était très très ambigu. Et puis de toute façon, Trotsky avait toujours cette idée du caractère invincible du parti et qu'il ne fallait pas briser l'unité du parti, qu'il ne fallait pas qu'il y ait des fractions dans le parti. Et donc, il avait peur d'être passé pour fractionniste. Donc, il a cru qu'à lui tout seul, par sa grandeur de commissaire au peuple, aux armées, de fondateur de l'armée rouge, etc. Il croyait gagner la bataille contre ce putain... Il sous-estimait beaucoup
les capacités intellectuelles de Staline. Il les surestimait, il les sous-estimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est une évidence. Puis en même temps... Il regardait de haut, finalement. Ah ouais, bien sûr. Puis il ne voyait pas que le parti changeait. La cohorte de Lénine, après la mort de Lénine, on dit on va faire, en l'honneur de Lénine, une entrée gigantesque des jeunes dans le parti. Ces jeunes-là ont poussé Staline, parce que Staline leur ouvrait grand les portes de la bureaucratie. Vous voyez ? Alors ensuite, c'est là, comment il arrive, ce Staline. Alors, il joue sous à la fois un style scientifique, d'apparence scientifique, le marxisme historique, le marxisme-léninisme, c'est la plus haute science. Puis en même temps religieux. Il joue sur les deux plans, utopique, religieux. Et ça... Alors, il s'exprimait d'une façon assez bizarre. Il faisait des lois. Camarades, il y a des lois. Puis, alors, évidemment, les jeunes, ils arrivaient, puis ça se comprenait très bien. Plus le parti avance vers le socialisme, et plus il y a des déviations dans le parti. C'est la loi générale de tous les partis. Donc faites attention, il y a des déviations opportunistes qu'il va falloir contrecarrer. Plus le socialisme se renforce, et plus la lutte des classes s'intensifie dans le parti. Parce que plus le socialisme devient fort, plus le capitalisme veut le renverser, avec des espions étrangers à sa solde à l'intérieur du parti. C'est une loi générale de tous les partis. Ensuite, il y a la loi de plus le socialisme se développe et plus le capitalisme devient guerrier contre le socialisme. Vous voyez ? Alors les gens diront, ah putain, ça c'est des lois. Vous voyez ? Puis en disant, ben voilà, alors si vous ne connaissez pas ces lois, ben, Trotsky, ben, c'est un espion étranger. Boukharine, ça sera un espion. Ce sont des criminels. Alors bien entendu, au début, effectivement, et puis alors, là encore une fois, c'est la capacité de manœuvrer. En 1924, Zinoviev et Kameniev, qui sont des personnalités importantes du parti, veulent expulser Trotsky. Staline, vous savez ce qu'il fait ? Mais non. Staline, il dit non, mes camarades, il nous faut du consensuel. Il faut, non, le camarade Trotsky reste parmi nous, vous voyez ? Il joue les médiateurs. Donc un fin renard. Là, on a bien compris pour la première moitié de cette émission, La vie des idées, quel était le portrait du personnage. Ouais. Après cet intermède musical, on parlera du système qui se met en place. D'accord. Vous êtes toujours à La vie des idées avec Simon-Pierre Savard-Tremblay pour un dernier remplacement de Mathieu Bock-Côté qui retrouvera son micro dès la semaine prochaine. C'est aujourd'hui Jacques Mascoteau, mon invité, professeur à l'UQAM, professeur retraité de l'UQAM, spécialiste du stalinisme, pour parler du 65e anniversaire presque jour pour jour de la mort de Joseph Staline. Donc, vous nous avez fait le portrait de l'homme, maintenant il faut faire le portrait du système. Aujourd'hui, ce qui est à la mode dans la plupart des auteurs, notamment français, la plupart des analystes de l'histoire du communisme, c'est de dire... Staline n'a été que le visage officiel, n'a été que le bouc émissaire. En réalité, l'appareil totalitaire, l'appareil répressif, c'est Lénine. De quel système a hérité Staline lorsqu'il acquiert les pleins pouvoirs? Il faut quand même faire la différence entre un fouet et une bombe atomique. Dans les systèmes de répression, entre tuer des centaines de gens d'un côté et puis d'en exterminer des millions, bon, les gens veulent plus faire de différence. Ils appellent violence n'importe quoi. Mais le goulag s'est créé sous Lénine, la police politique s'est créée sous Lénine. Oui, mais alors la propagande de masse aussi. Oui, mais les camps de concentration ont été créés en Occident avant d'être créés. Il y en avait au Canada, ce que je sache, il y avait des Japonais dedans. Il y en avait aux États-Unis. Les camps de concentration ne sont pas. Il y en avait en Afrique, créés par les colons et par les Allemands. Eux-mêmes. Mais néanmoins, qu'est-ce que dans ce cas-là, vous nous dites même que ça va plus loin que Lénine, ça existe en Occident. C'est quoi la triste originalité du stalinisme? Écoutez, en la matière, quand on fait des comparaisons, c'est pas pour parler quand on fait des comparaisons, c'est qu'il n'y a pas forcément des similitudes, des affinités, il y a aussi des différences. Si c'est pour systématiquement dire que c'est la même chose, c'est une drôle de méthodologie. Je veux dire, les comparaisons, c'est pour montrer les continuités, les discontinuités, pour montrer les affinités et en même temps les différences. Il y a des différences énormes par exemple, entre le nazisme et l'Union soviétique. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi c'est l'Union soviétique, c'est l'armée rouge qui a libéré Auschwitz. Enfin, je veux dire, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que il y a des ruptures.
c'est vrai que Lénine n'a pas facilité les choses. C'est un régime qui se défendait dans la guerre civile, et il est pratiquement mort à la fin de la guerre civile, et c'est ce qu'on appelait le communisme de guerre. Et dans ce communisme de guerre, ce qu'on appelait les Blancs, là, alors là, ils commettaient des atrocités bien plus sérieuses que les Rouges. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les Rouges ont gagné. Hein, parce qu'il fallait voir la répression systématique que ces gens-là menaient pour restaurer l'ancien ordre tsariste aristocratique. Donc, dans ces conditions, Lénine, effectivement, c'était pas démocratique, et il y avait, mais en même temps, il y avait une vie de fort débat dans le parti. Du temps de Lénine, il y avait énormément de débats dans le parti et des courants d'idées dans le parti. Donc sous Staline, on a déduit qu'il n'y en a plus. Ah, c'est terminé. Pour Lénine, quand il n'était pas d'accord, c'était des gens qui étaient dans l'erreur. Pour Staline, c'était des criminels. Oui, il y a quand même une criminalisation de la différence du Staline qui n'existait pas sous Lénine. Ensuite, c'est une question, comment dirais-je, c'est ça qui va expliquer la formation du stalinisme. Lénine se posait énormément de questions, Lénine doutait. Staline, c'est quelqu'un qui ne doutait jamais. Pourquoi il doutait? Là-dessus, il était un peu en accord avec Trotsky. Vous êtes en 24. La théorie de Trotsky-Lénine à ce moment-là, c'est nous sommes l'avant-garde du socialisme, mais nous ne pouvons pas rester longtemps sans l'apport d'une économie nouvelle qui donne des produits de consommation, qui industrialise le pays. Et nous avons besoin que la révolution éclate dans les pays bourgeois, en Allemagne surtout, de façon à ce que cette révolution d'un pays frère vienne en même temps nous aider à nous industrialiser, à nous moderniser. Staline disait quoi? Mais ça, c'est de ne pas faire confiance à l'âme russe. C'est être anti-russe. La Russie, la grande Russie, sous ses seules capacités, est capable de faire le socialisme sans qu'il y ait des révolutions. Mais en même temps, le Staline, il dit « Ouais, mais Trotsky, lui, il n'a pas compris ceci. Nous sommes en 24, 25... dans la période de grande stabilisation du capitalisme, alors que Trotsky pense toujours que le capitalisme est instable. Et comme nous sommes dans la période de stabilisation, et ça il avait raison, du capitalisme, pas de révolution à l'Occident en vue. Donc il faut qu'on se démerde tout seul. Et c'est là le problème. C'est comment se démerder tout seul, hein, permettez-moi l'expression. Et c'est là que les grands débats sont arrivés. C'est ce qu'on appelle les fameux débats autour de la collectivisation forcée des terres, de l'industrialisation forcée. Et sur la thèse, le capitalisme non seulement se stabilise, mais en même temps, il se fascise. Et il veut attaquer l'URSS. Or, l'URSS, si elle n'a pas d'industrie, ne peut pas avoir d'armée. Et si elle n'a pas d'armée, elle ne peut pas se défendre. Bon, et vous voyez, ça marchait très bien. Et c'est là qu'à partir de ce moment-là, Staline dit c'est pas simplement le parti qu'il faut construire, mais l'État. Alors que toute la théorie de Lénine, la théorie politique tournait autour du parti, la théorie de Staline, la nouvelle théorie, c'est autour de l'État. Alors il fait la loi, encore une loi qui dit plus le socialisme avance, plus le rôle de l'État augmente. Et sans l'État, et c'est là qu'il crée des opportunités énormes pour que des millions de gens rentrent dans les différents systèmes de la bureaucratie de l'État soviétique. Et surtout, alors évidemment, il dit, où est-ce qu'on prend l'argent, les budgets pour faire cette industrie? En pillant les paysans. Pourquoi? Parce que les paysans, en fait, finalement, c'est des koulaks. C'est-à-dire, c'est des capitalistes. Vous voyez, koulak, ça vient du mot koulak russe, qui veut dire le poing. Vous voyez, ils ont le poing fermé, ils cachent l'argent à l'intérieur. Et donc, il y a une répression systématique pour pousser les surplus agricoles à être transformés en budget industriel. Donc, on a besoin d'un appareil répressif durci, renforcé. Énormément. Pour imposer cette collectivisation des terres, pour imposer cette industrialisation au nom, nous dit-on, de la survie de l'URSS par rapport aux autres pays en bien. Donc ça, c'était la justification. Vous nous dites que ça va beaucoup plus loin en intensité que sous Lénine. Maintenant, il y a quelque chose d'assez neuf, une innovation aussi sous Staline, et c'est le culte de la personnalité. Ouais, alors, pas seulement d'ailleurs de celle de Staline. On réinvente un Lénine qui serait le père de Staline, finalement.
À quoi sert le culte de la personnalité? Je vais vous expliquer, c'est très simple. On vous écoute, Jacques Mascoteau. Il y a le stalinisme de Staline et le stalinisme sans Staline. La bureaucratie se rend bien compte qu'elle doit tout aux politiques de Staline, l'industrialisation forcée, où les cadres rivalisaient d'ingéniosité pour se faire remarquer dans la répression, par exemple, où les cadres, où les ouvriers eux-mêmes rivalisaient dans la productivité, qu'on appelle le mouvement stakhanoviste de 1935. D'abord, Staline, il réussit à fractionner la classe ouvrière en disant plus tous ceux qui travaillent, tous ceux qui font des heures supplémentaires, tous ceux qui se dépassent, alors il donne des salaires et des accès aux consommations différentes, de pouvoir accéder à d'autres biens de consommation. Il stratifie énormément, et donc il y a une course à l'intérieur pour monter dans les échelons. Inversement, il y a des gens qui disent, mais ça c'est des hosties de bureaucrates, donc les ouvriers dénoncent aussi ceux qui leur imposent des cadences infernales. Et Staline, à ce moment-là, n'est plus maître de ce qui se passe. Parce que vous avez des dénonciations qui partent dans tous les trains, dans tous les sens. Et donc vous avez des ouvriers qui dénoncent des cadres qui dénoncent des ouvriers. Et là, c'est parti. Là. Il y a une espèce d'épidémie incontrôlable de répression contre répression. Et là, la bureaucratie, elle a besoin de... elle n'est pas stable. Hein, elle n'est pas stable, l'État peut se casser la gueule à tout moment, tellement l'ampleur des dénonciations à l'horizontale et à la verticale. Partout, tout le monde se dénonce. Quand la bureaucratie a compris, ça c'est la fonction des fameux procès, hein, les procès qui commencent de 32 à 34, 35. Mais quand, à un moment donné, Staline lance les procès de 36-38 en disant Boukharine, tous ces gens-là ont été des espions avant la Révolution. C'est tellement irréaliste que la bureaucratie comprend que c'est des accusations pour se protéger comme classe dominante. Donc, ce qu'il faut bien comprendre... Donc, l'établissement d'une nouvelle classe dominante... Quand la classe dominante... basée sur une utopie reposant sur la disparition des classes. Oui, mais en fait, il y en avait plein. Mais au nom de la loi, c'est que ces classes qui sont amies. La Constitution de 36, la Constitution la plus démocratique du monde. Il faut bien comprendre que la bureaucratie, lorsqu'elle s'est stabilisée à force de purge, elle a commencé à faire le culte de Staline. Et quand il y a le culte de Staline, il n'a presque plus de pouvoir. Le culte de Staline, c'est précisément pour remplacer le pouvoir. Ils l'ont tassé tranquillement. C'est pas ce que l'histoire a retenu. En tout cas, on a toujours eu l'image du chef unique, totalitaire, ils sont trompés, qui n'a qu'à lever le petit doigt. De 36 avant, alors Staline, il reprend du poil de la bête avec l'invasion Barbarossa, avec l'invasion allemande. Alors arrivons-y, justement. Non, mais attends, comprenez ça, hein, c'est que d'abord, Staline, il déstabilise la société, il la rend fluide, systématique. Là, la bureaucratie se forme. Il y a des batailles incroyables intestines, mais alors qui menacent. Et là, à un moment donné, quand la bureaucratie a trouvé ses chefs, des gens comme Kirov, par exemple, que Staline fera assassiner, eh bien, hop, là, on n'a plus besoin de Staline, et on invente... Parce que, attention, quel était le motif des dénonciations? Saboteur du plan, espion pour le Japon, espion pour l'Allemagne, espion pour l'Angleterre. Et donc, qui veut dire, alors qu'il faut absolument industrialiser la Russie pour se faire une armée capable de résister à l'invasion, saboter le plan, ça équivaut à la crime, c'est la trahison. Mais quand, à un moment donné, Staline lance l'idée de faire des procès contre ses anciens amis, ce qu'on appelle les anciens bolcheviks, là, la bureaucratie a compris que c'était de schnout. C'est pas possible que ces gens-là fussent des espions même avant la Révolution. Vous voyez. À ce moment-là, ça veut dire maintenant c'est que du cinéma. Vous voyez. Alors là, Staline, il devient celui qui parle le mieux russe, celui qui comprend le mieux les sciences, et c'est le plus grand poète. Mais là, à ce moment-là, Staline, il a presque plus de rôle. Le rôle, c'est l'appareil. Donc vous nous dites c'est la Seconde Guerre mondiale qui ramène la force de Staline à l'interne. Il y a d'autres impacts aussi qui se produisent par cette Seconde Guerre mondiale-là. Il va falloir malheureusement aller assez vite si on veut aborder un maximum de sujets, mais j'ai noté principalement 3 impacts outre celui que vous nous mentionnez. Et c'est tout d'abord le retour en force de l'Église orthodoxe, qui était tassée, était mise de côté. On détruisait littéralement les différentes églises. Puis là, soudainement, pour gagner la guerre, elle réacquiert ses notes de noblesse.
C'est aussi la naissance de Staline, héros en Occident, héros de la guerre, héros de la victoire contre le nazisme. Et c'est aussi la naissance de l'Empire soviétique, le contrôle sur l'Europe de l'Est, le début du communisme à l'échelle mondiale. Finalement, donc, le rêve de Trotsky est passé par Staline, finalement, la propagation du système à l'échelle mondiale. Ouais, c'est pas du tout ce que Trotsky quand même avait derrière la tête. Hein. J'essaie de vous provoquer un peu aussi quand même pour vous faire agir, Jacques. Ouais. Mais c'est évident que comment dirais-je, l'idéologie du socialisme devant une attaque massive des armées hitlériennes ne suffisait pas. Il fallait vraiment aller chercher tout ce qui, dans la tradition russe, permettait une foi aveugle pour défendre la patrie. Hein, Batiouchka. Et alors, c'est évident qu'à partir de ce moment-là, il a fait foi non seulement à l'Église orthodoxe, mais surtout à tous les héros du passé. Parce que l'État russe, c'est un État qui s'est constitué de façon militaire contre les invasions étrangères, contre la Horde d'Or, contre les Mongols, contre les Tatars, donc, mongols, contre les Suédois, c'était des guerres terribles, contre les Allemands, et ensuite contre les nazis, dans la Première Guerre mondiale. Donc c'est un État qui a toujours été en guerre, et qui s'est constitué comme État guerrier. Mais en même temps, alors, il y a des épopées, il y a des noms connus dans ces batailles, les batailles de Poltava, etc., Kulikova. Et là, Staline parle au nom de toutes ces figures nationales de la Russie. Et il ne faut pas oublier que il y a... d'abord, ça va avec Poutine, hein, vous verrez le lien qu'il y a. C'est la langue russe, la culture russe. Si je vous dis Rassisky, bon, vous allez pas me dire que ça veut dire russe. Ouais. Si je vous dis Rouski, vous allez me dire, ouais, mais ça veut dire russe. Ouais, mais il y a une grosse différence. C'est que Rassisky, ça se rattache à Rassia, qui veut dire la Russie. Mais c'est la Russie, en quelque sorte, politique, la Russie institutionnelle, la Russie sur la carte. Mais si vous dites Rouski, la Russe, c'est la fondation divine du peuple russe. Et vous devriez savoir qu'en russe, les concepts ne sont pas les mêmes. C'est pas simplement les mots qui ne sont pas les mêmes, évidemment, c'est une autre langue. Mais par exemple, pour un russe, pravda, qui veut dire la vérité, mais moi si je vous dis que 2 et 2 égale 4, c'est pas la vérité pour un russe. Ils vont pas vous dire pravda. Ils vont dire istina. L'istina, c'est une loi scientifique. Pravda, c'est une loi de la réalisation de la vérité divine sur Terre. De la même façon, pour la liberté. Svoboda, c'est la liberté citoyenne d'aller voter. Volia, c'est la liberté de l'individu comme accomplissement intérieur sur la terre de Dieu. Donc Staline par aussi ce côté clérical, ce côté religieux, augmente sa légende avec ça. Mais revenons, parce que là, malheureusement, il faut sauter dans le temps. Ouais, bon. Il devient un héros au sortir de la Seconde Guerre mondiale, pas seulement à l'interne, aussi à l'externe. Pas seulement chez les communistes non plus. Churchill et Roosevelt ont dit de très grandes choses sur Staline. Quand il meurt, c'est le héros de la Seconde Guerre mondiale. Là, on se dit qu'il a une légende dorée. Pourtant, la légende noire vient des communistes eux-mêmes, des communistes soviétiques eux-mêmes. Le rapport Khrouchtchev, où là, soudainement, on nous dit les problèmes que nous avons, c'est à cause de Staline, c'est à cause d'un seul homme, ce n'est pas le système en lui-même. D'abord, pourquoi ce besoin de congédier la mémoire de Staline chez Khrouchtchev? Vous êtes donc au début des années 50, oui. Et vous êtes dans la guerre froide, et vous êtes dans une compétition idéologique avec l'Occident, et vous êtes dans un besoin de légitimation fondamentale de l'URSS, qui, 7-8 ans après la victoire, la grande victoire patriotique, ça commence à s'estomper, il en faut une autre. On ne peut pas vivre éternellement sur l'idée qu'on a tué 8 soldats allemands sur 10 ont été tués par l'armée rouge. Bon, mais la propagande Radio Free Europe, etc., le Congrès pour la culture des États-Unis, l'argent massif que les États-Unis mettent dans les différentes fondations pour pouvoir... et puis des radios, tout ça, il faut absolument qu'elles se légitiment.
alors il faut donner un visage nouveau pour ce... Et puis en plus, on est dans la deuxième industrialisation, là. Là, il faut ouvrir. Parce que on peut, avec une bureaucratie, donner des ordres pour construire des barrages, construire des canaux, construire des chemins de fer, construire des tracteurs. Mais lorsqu'il s'agit de l'informatique, lorsqu'il s'agit de la technologie supérieure, il faut des échanges entre savants, il faut une communication avec l'international. Et à ce moment-là, on ne peut pas gouverner dans un petit comité de gens promus. Il faut des experts, il faut des gens qui puissent être scientifiques au même titre que les Occidentaux. Donc il faut libéraliser. Alors au nom de quoi? Alors si Khrouchtchev lance une bataille contre la bureaucratie, il risque de recommencer. Qui d'abord est un personnage qui n'est pas comme Staline. Le Khrouchtchev, il est beaucoup plus fanfaron, il est beaucoup plus... Oh putain non. On n'aurait pas vu Staline taper avec sa chaussure à l'ONU. Là. Bon d'accord, il avait ce personnage-là. Vous savez que Khrouchtchev, ça veut dire groin de cochon en russe. C'est très marrant. Non, mais bon, c'est juste... Mais attendez, bon, c'est vrai, par exemple, quand il s'est saoulé la gueule, oui. Il a dit bon, allez, je vous donne la Crimée, comme ça, à l'Ukraine, oui. C'est au soir d'une beuverie qu'il a donné pour se donner, parce qu'il était ukrainien. C'est comme les circonstances de la création du Canada. Ça, à peu près. On saoulait puis on signait. Parce que si Staline était géorgien, Khrouchtchev était ukrainien. Hein. Oui. Et pour faire plaisir à sa base, parce que, attention, il y avait. Ensuite, parce qu'il y avait. Bon, il y avait. Les 15 républiques, là. Ça veut dire qu'il y avait des bureaux politiques, des comités centraux dans toutes les républiques. En Lettonie, en Lituanie, en Estonie, en Ukraine, en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan, etc. Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, etc. Alors, il fallait qu'ils s'appuient dans la bataille pour pouvoir avoir des alliés. Khrouchtchev, il est pour les nationalités. Oui. Il est pour... Alors, d'où l'idée de donner la Crimée à l'Ukraine, qui était le deuxième parti le plus important. Et l'Ukraine, c'était la nation la plus grande après la Russie. Mais l'idée derrière la liquidation de l'héritage et de la mémoire de Staline. Alors, justement, il faut recommencer. Dire, attention à la bureaucratie, là. Si vous ne modernisez pas, si vous ne lâchez pas du lest, on ne va pas pouvoir avoir une modernisation, deuxième révolution industrielle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pour empêcher que la bureaucratie ne se disloque, il accuse « Ah non, mais c'est la faute à Staline ». Comme ça, la bureaucratie, elle a quoi comme message? Elle ne va pas être attaquée comme dans les purges staliniennes. C'est juste les staliniens de base reconnus comme tels. Nous, on est free, on est intact, on est safe. Parce que Khrouchtchev va s'attaquer, va lancer une guerre contre le noyau stalinien dur, mais pas contre nous, bureaucratie. Donc, en fait, là, ici, Khrouchtchev, il dit à la bureaucratie, modernisez-vous, vous ne risquez rien, on ne va pas lancer des attaques contre les membres du parti. Donc, il y a seulement les figures officielles qui vont être ciblées. Exactement. Maintenant, autre saut dans le temps, ça, c'est le premier virage dans l'opinion publique, si on peut dire, l'opinion communément acceptée concernant Staline. Dans les années 90... c'est l'explosion de l'URSS, ou plutôt l'implosion. C'est la fin de la plupart des régimes qu'on appelait les démocraties populaires pour désigner ces régimes communistes en Europe de l'Est. Même la Chine elle-même n'avait plus grand-chose de communiste à partir de ces années-là non plus. Mais aujourd'hui, la légende noire commence à devenir plus grise et même se blanchir de plus en plus sous Poutine. Le régime réhabilite la nostalgie, sans doute par nostalgie pour ses époques de grandeur, mais réhabilite Staline, qui aujourd'hui est beaucoup plus respecté et plus apprécié que Lénine lui-même en Russie. Comment expliquez-vous? Est-ce que c'est simplement une nostalgie pour l'époque où il y avait de la stabilité ou l'époque où il y avait de la grandeur? Ou est-ce que ça va plus loin que ça dans l'âme russe? Surtout que Staline n'était même pas un Russe directement. C'est pas une réhabilitation de Staline, ou si c'en est une, c'est dans le sens que l'Occident et l'idéologie occidentale, en attaquant Staline, attaque la Russie, comme elle l'a toujours fait depuis le Moyen-Âge. Elle attaque l'existence même de la Russie. Or, la Russie, ayant vraiment pris son envol, sa grande reconnaissance à partir de son armée, et aussi sur la bombe atomique, et également le Spoutnik, cette grandeur reconnue, où elle était crainte par les autres, surtout par les États-Unis,
cette position-là, elle englobe forcément la réalisation de Staline. Mais donc les gens, par court-circuit, si vous voulez, vont dire ouais, c'était du temps de Staline que ça s'est fait. Mais il faut bien comprendre que si l'Occident dissociait, s'il disait malgré Staline et sa violence barbare, les Russes, ils ont souffert énormément et ils ont réussi quand même à faire. Non, c'est pas ça qu'il dit. Non. Alors, tout le passé communiste, comme le passé russe de 90 à 17, c'est criminel. Alors, non. Alors, à ce moment-là, si vous dites, alors d'accord, on défend le criminel, on fait bloc derrière Staline. Vous voyez, c'est pas direct la défense de Staline. Elle défend la légitimité d'un pays qui s'est défendu contre la barbarie nazie, qui a fait des réalisations incontestables, qu'au nom de la lutte, de la dépréciation de Staline, vous allez en même temps déprécier cela? Non. Et ensuite, ils le font avec le souvenir de ce qu'ils appellent la Yeltsinchina. De façon russe, vous voyez, quand il y a des dictateurs, on fait China. Oui. Mais du temps de Yeltsin, des mères de famille qui vivaient dans les années 80 assez bien avec avec une salaire de professeur, etc., elles se prostituaient pour acheter de l'aspirine pour leurs enfants. La mortalité infantile a monté, mais là, en flèche. La Russie a perdu je ne sais pas combien de démographies. C'était un cataclysme social. C'était du néolibéralisme tel que le Québécois n'a jamais connu. Donc, c'était pas juste l'austérité à Couillard. Hein. Donc Vladimir Poutine cherche à incarner, disons, le retour de la stabilité, et en cela, Staline est une figure rassurante, finalement? D'abord, le contexte, c'est les sanctions contre la Russie, c'est le Russia bashing systématiquement dans toutes les radios et les télés occidentales et les journaux. Hein, c'est le problème que la Russie vient au secours de la Syrie, puis que les Américains là ont eu plein les bottes. Ça y est, on peut pas le faire pardonner, etc., etc. Alors, du coup, les Russes disent, mais oh, on est là aussi. Parce que, attention, dédoublez une chose, hein. Contrairement, j'ai une belle nouvelle pour les sociologues, on ne sait plus ce qu'ils pensent aujourd'hui, les sociologues. Ben vous en êtes ouais, mais pas comme les autres. Et je ne suis pas tout seul à marquer, mais la majorité, il n'y a plus de peuple. Ah, la mondialisation fait supprimer les peuples. Ah bon? Il y a des gens qui ne pensent pas comme nous en Occident. Il y a des gens qui pensent que c'est qu'un peuple, ça existe. Et en Russie, là, la grande tradition russe, elle est encore vivante. L'individu ne peut pas être un individu divin. L'individu ne peut pas être libre en dehors de la communauté. Le peuple, c'est pas une population. C'est la révélation de la vérité par l'intermédiaire de la réalisation du peuple. Il y a toujours un lien entre le visible et l'invisible. Comprenez-vous ça? Et que le peuple, c'est Narod v sobornosti, c'est-à-dire le peuple dans sa communion divine avec l'ensemble de la création. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de vérité individuelle. Tout ce qui est le plus fort, c'est que les mots sont très liés en russe. Pravda, c'est une vérité donc divine qui se rapporte à la tsielnost, l'intégrité, la raison totale, la raison intégrante. Et donc, un individu plein, c'est un individu qui a l'assomption totale de son passé, et qui donc, il est donc complet, total, et de ce passé, de cette promesse qu'il a reçue, il va le porter vers l'avenir. Donc la pravda, c'est à la fois une vérité qui est surgie dans le passé, qui est le fondement même du peuple, et que le peuple, dans son accomplissement, va apporter dans l'histoire réelle, dans le futur. Et donc, il n'y a jamais en Russie d'individu seul. L'individu ne peut se réaliser que dans la sobornost, dans la communauté.
Et au départ, alors évidemment, bon, allez-y, je vois que vous avez plus de temps. Non, mais finissez votre phrase rapidement, s'il vous plaît, Jacques Mascoteau. Par exemple, les saints, avant la Révolution, tous ces moines, mendiants, etc., c'était eux qui étaient les intermédiaires entre la Pravda et le peuple. Mais Jacques Mascoteau. Ça peut être le parti aussi. C'était réellement passionnant. Jacques Mascoteau, professeur retraité de l'Université du Québec à Montréal, merci infiniment d'avoir été avec nous. D'ailleurs, vous restez avec nous parce qu'on va parler de l'élection russe à question d'actualité dans quelques minutes. Alors, c'est tout pour aujourd'hui pour La Vie des idées. C'était mon dernier remplacement. Mathieu Bock-Côté reprend son micro dès la semaine prochaine. Restez en ondes, restez avec nous car dans quelques minutes, ce sera question d'actualité avec nul autre que votre humble serviteur en remplacement de Jean-Philippe Trottier. Au revoir.